Kyunantujin Ohio. Cette vidéo, c'est la première d'une série de 3. La première sur la révolte de Hogen, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La seconde sur la rébellion de Heiji, on en parlera la prochaine fois. Et enfin la dernière sur la guerre de Genpei. Alors j'aurais pu vous parler uniquement de la guerre de Genpei, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué parce que pour bien comprendre comment la guerre s'est déroulée et surtout comment on en est arrivé à la guerre de Genpei, il faut raconter un petit peu les deux rébellions précédentes qui ont semé les graines de la discorde. Tout commence donc en 1156 avec la rébellion de Hogen. À cette époque, le système politique japonais, disons qu'il est un peu compliqué. Il y a un empereur en place, Go Shirakawa, et il est épaulé par une sorte de régent, Fujiwara no Tadazane. Théoriquement, ce sont eux qui règnent, mais dans la pratique, il y a deux autres personnages qui sont très influents, les empereurs retirés. L'empereur retiré Toba, qui est le père de Go Shirakawa, et l'empereur retiré Sutoku, qui est son frère aîné. À l'époque, la famille Fujiwara, elle est extrêmement puissante, au point de régulièrement réussir à faire plier les empereurs à leur propre volonté. Donc pour s'extirper un petit peu de cette emprise, les empereurs régulièrement, ils abdiquent, ils se font moines bouddhistes et ils se retirent dans un palais assez riche, généralement, entouré d'une cour d'aristocrates puissants, et ils manœuvrent un petit peu en sous-main, ils influencent la cour de loin, à l'écart, à l'abri de l'influence des Fujiwara. Ces empereurs-là, on les appelle les empereurs retirés. Ils ne sont pas censés avoir du pouvoir, mais le fait est qu'ils ont une énorme influence. Et à l'époque, il y a un système qu'on appelle le système de l'Insei qui va favoriser le plus âgé des empereurs. Le plus âgé des empereurs, on l'appelle le Honhin, et c'est donc l'empereur retiré Toba. Ensuite, dans l'ordre d'aînesse, il y a son premier fils, le Joko, l'empereur retiré Sutoku, et enfin, il y a son fils cadet, l'empereur en exercice, Go Shirakawa. En 1156, l'empereur retiré Toba décède et c'est donc son fils Sutoku qui récupère le titre de Honnin. Ce pouvoir nouvellement acquis, il a bien l'intention d'en profiter et surtout, il sait que Go Shirakawa n'a pas très envie de lui laisser un petit peu les rênes lâches, puisse faire un petit peu ce qu'il veut dans son petit palais d'empereur retiré. Donc il va essayer, tout simplement, Sutoku, de reprendre le pouvoir avec un coup d'état. Go Shirakawa, c'est pas un demi-crétin, il sait très bien ce qu'il fait. Il sent que son frère prépare un sale coup, donc il se dit je vais attaquer en premier. À partir de là, les grandes familles du pays vont littéralement se déchirer. Sous la bannière de Sutoku, on retrouve Fujiwara no Yorinaga, Minamoto no Tameyoshi, Minamoto no Tametomo et Taira no Tadamasa. Sous la bannière de Go Shirakawa, on retrouve Fujiwara no Tadamachi, Minamoto no Yoshitomo et Taira no Kiyomori. Ça fait beaucoup de noms à la fois nouveaux et qui se ressemblent un petit peu, donc on va essayer de remettre tout ça à plat avec un petit point généalogie rapide. Fujiwara no Tadazane, c'est le régent, le chef du clan Fujiwara. Parmi ses fils, l'un est allié à Sutoku, l'autre est allié à Go Shirakawa. Dans le clan Minamoto, le chef de clan, c'est Tameyoshi, et il prend le parti de Sutoku avec son fils aîné, Tametomo. Yoshitomo, lui, va prendre le parti de Go Shirakawa, il s'oppose donc au chef de clan, c'est son fils cadet. Dans la famille Taira, le chef du clan, Kiyomori, s'allie à l'empereur en place, Go Shirakawa, et son fils, lui, décide de prendre le parti de l'empereur retiré, Sutoku. Donc ces gens, c'est pas des cousins éloignés par alliance au 3e degré, c'est des pères, c'est des frères qui vont s'opposer très violemment dans des camps qui sont ennemis. Autant vous dire que les petites engueulades du repas de Noël dans votre famille, c'est rien du tout à côté de ce qui va se passer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rébellion de Hogen, elle n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu des conflits internes. Si les grandes familles avaient été en conflit, mais que le système politique en place n'avait pas été remis en question par l'empereur lui-même, finalement, il y aurait peut-être eu une guerre civile, il y aurait peut-être eu des affrontements entre clans, mais l'État n'aurait pas tremblé sur ses fondations. Et l'inverse est également vrai, s'il y avait eu une guerre entre les empereurs pour obtenir le pouvoir, mais que les grandes familles étaient restées relativement unies derrière l'une ou l'autre des personnalités, il n'y aurait jamais eu la rébellion de Hogen telle qu'on la connaît. C'est cette imbrication d'hostilité latente qui va véritablement faire éclater la rébellion de Hogen et tout va se passer extrêmement vite en une seule attaque, une seule journée, le 28 juillet 1156. Le 28 juillet, donc, chaque camp tient un conseil de guerre et dans les deux camps, les généraux proposent une attaque nocturne. Sutoku, c'est quelque chose qu'il va refuser. À l'époque, la guerre, c'est vraiment une affaire de cour, c'est quelque chose d'extrêmement codifié. Attaquer la nuit à la faveur de la fatigue de l'adversaire, c'est pas du tout honorable, c'est pas du tout dans les mœurs de l'époque, donc il refuse de faire ça. Go Shirakawa
Disons qu'il est assez attaché à son pouvoir et que, à côté de son ambition, les mœurs, ça vaut que chi. Donc, lui, l'attaque nocturne, finalement, il est plutôt pour. C'est Kiyomori qui va lancer les hostilités. Il va faire tomber littéralement une pluie de flèches sur la porte ouest du Shirakawa-den, qui est le palais de l'empereur retiré. Les archers qui sont retranchés derrière les murailles, ils vont riposter. Ils sont menés par Tametomo, qui est lui-même non seulement un guerrier d'exception, mais un archer absolument hors pair, et ils vont réussir à repousser cette première vague d'attaque. Minamoto no Yoshitomo va mener la deuxième vague d'assaut contre la muraille qui est défendue par son frère, et lui aussi il va s'y casser les dents. Donc Go Shirakawa, à ce moment-là, il commence à se dire que cette bataille elle peut très vite tourner au vinaigre, et donc il va falloir trouver un moyen de percer un petit peu ses défenses qui ont quand même l'air assez imprenables. Et le Minamoto, il va avoir une petite idée. Il va proposer tout simplement qu'on foute le feu à la forteresse et à ses occupants. Il faut vous dire qu'au Japon, à cette époque-là, on adore cramer des trucs. Tout est en bois, tout brûle extrêmement bien, donc une petite torche et ça fait un brasier absolument fantastique. Donc on amène des ballots de paille, on amène des torches, et en quelques minutes, c'est un brasier incroyable qui s'est emparé de toute la forteresse. À l'intérieur, on ne sait pas quoi faire, parce que les guerriers, ils sont occupés à combattre les forces de Go Shirakawa qui continuent d'attaquer, on ne se tourne pas les pouces en attendant. Les serviteurs, ils sont pas assez nombreux pour pouvoir lutter efficacement contre l'incendie, et puis les courtisans, ils sont beaucoup trop occupés à paniquer. La plupart des troupes de Sutoku finissent par se rendre, et avant l'aube, le palais est en cendres et Go Shirakawa a gagné son pari. Évidemment, maintenant que la bataille est finie et que Go Shirakawa a gagné, qu'est-ce qu'on fait des adversaires? Bon, pour l'empereur retiré, c'est facile, on l'exile, on l'envoie dans un petit temple bien loin, bien planqué, et on essaie de l'y oublier, loin de toute influence à la cour. Pour ce qui est des généraux ennemis, en revanche, ça va être beaucoup moins sympathique. Le fils du régent, qui était du côté de l'empereur retiré, lui, il est mort dans la bataille, mais tous les autres généraux, ils ont été capturés, ils vont tous être exécutés, et ça va laisser le champ libre à Taira no Kiyomori et à Minamoto no Yoshitomo pour tout simplement prendre la tête de leurs clans respectifs. Go Shirakawa a gagné, il retrouve son trône, il est le seul à régner, avec à ses côtés ses deux plus fidèles combattants, les Taira et les Minamoto. Alors on pourrait s'inquiéter un petit peu de l'influence des Taira et des Minamoto, on pourrait se dire qu'ils vont essayer de faire comme les Fujiwara avant eux, c'est-à-dire de récupérer le pouvoir et de faire de l'empereur finalement une sorte de marionnette, mais Go Shirakawa ça l'inquiète pas trop, parce que les Taira et les Minamoto c'est pas des clans de cour, c'est des clans guerriers. Il faut vous dire que pendant des centaines d'années, il y a eu des familles d'aristocrates qui étaient à la cour impériale, et que ces familles d'aristocrates, elles étaient hiérarchiquement légèrement au-dessus d'autres clans qui étaient des clans guerriers, qui en gros se mettaient sur la gueule. Petit à petit, les clans guerriers, ils ont gagné de l'importance. Ils ont gagné en argent, ils ont gagné en pouvoir, ils ont été plus ou moins présents à la cour, mais pour les aristocrates, pour toutes ces familles telles que la famille Fujiwara, c'était globalement resté un petit peu des rustres, des gens certes fortunés, mais des gros bras qui comprenaient rien aux subtilités de la politique, de la cour et des arts. Des gros bras qui ont quand même réussi à se hisser au plus haut sommet du pouvoir, et c'est la première fois que des clans guerriers vont être aussi proches de l'empereur. Les Taira et les Minamoto, ce sont donc deux clans guerriers qui sont d'égale puissance, d'égale fortune, certes rivaux, mais il y a une sorte d'entente cordiale entre eux à partir du moment où ils sont aux côtés de Go Shirakawa. Une entente cordiale qui va durer 4 ans et qui va se terminer dans le sang, mais je vous parlerai de ça une prochaine fois. D'ici là, je vous dis merci d'avoir regardé. Kyotsukete, ça shite, matane!